Le matin du jour de l'an, je me suis réveillé dans une quiétude si profonde qu'elle s'est matérialisée en un poids sur ma cage thoracique. Mon fils Lucas, son épouse Chloé, et mes 4 petits-enfants avaient pris un vol pour l'île de la Réunion sans m'en informer. Pour toute compagnie, ils m'avaient laissé des plats surgelés et une note adhésive sur la porte du réfrigérateur. Les larmes ne sont pas venues. L'envie de les appeler pour demander des comptes ne m'a pas effleuré. Au lieu de cela, je me suis rendu dans mon bureau où une alerte bancaire a transmuté ma mélancolie en une rage glaciale et méthodique. Ils ne s'étaient pas contentés de m'abandonner. Ils avaient utilisé mon propre argent pour financer leur forfaiture. 5 jours plus tard, revenant aller et les poches vides, ils ont constaté que leur clé était inutilisable. Ils ont trouvé les fenêtres obturées par des planches de bois. Ils ont trouvé une pancarte, vendue, sur la pelouse. Et lorsque mon fils a hurlé mon nom depuis la chaussée, il a compris que le père qu'il croyait connaître n'existait plus. Il avait été remplacé par Jean Lefebvre, le PDG implacable qui venait de conclure l'acquisition la plus hostile et la plus intime de sa carrière. Avant que je ne vous détaille comment j'ai méthodiquement déconstruit leur vie, indiquez-moi votre lieu de visionnage dans la section des commentaires. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous avez un jour dû rappeler à quelqu'un qui, précisément, assurait le toit sur sa tête. C'est le vide sonore qui m'a saisi en premier. Il était 6 heures du matin, le 1er janvier. Durant 4 décennies, à cette heure précise, la demeure exhalait les parfums de la dinde au marron rôti, de la farce aux herbes et du café fraîchement moulu. Ma femme, Monique, que le ciel a rappelée à lui, était au fourneau dès l'aube, imprégnant chaque recoin de la maison de chaleur et d'une promesse de fête. Depuis son départ, j'avais tâché de perpétuer cette tradition pour Lucas et les siens. Je finançais les provisions. Je finançais les décorations. J'allais jusqu'à engager un chef à domicile pour que Chloé n'ait aucun effort à fournir. Mais ce matin, l'air était confiné. Il avait une odeur de poussière et de cire ancienne. Aucun bruit de pas d'enfant ne résonnait dans les couloirs. Aucun son métallique de batterie de cuisine ne provenait de la cuisine. Je me suis redressé dans mon lit, mes articulations ankylosées par le froid de l'hiver provençal qui filtrait à travers les vitres. J'ai consulté mon téléphone portable posé sur la table de nuit. Pas un seul message, pas un seul appel en absence. Seule la date me dévisageait. 1er janvier. J'ai passé ma robe de chambre et je me suis aventuré dans le couloir. La porte de l'aile des invités, occupée par Lucas et Chloé, était à jarre. J'y suis entré. Le lit était vide, les draps en désordre. Les penderies étaient grandes ouvertes sur le vide. Les jouets qui jonchaient habituellement le sol avaient disparu. Leur présence semblait n'avoir été qu'un songe. Un étau d'angoisse me serra l'estomac. Un imprévu? Une urgence? J'ai pressé le pas, faisant fi de la douleur lancinante à mon genou. Arrivé à la cuisine, j'ai contemplé les plans de travail en granit, nus et froids. L'imposante cuisinière haut de gamme était éteinte et propre. Pas de chef. Pas de préparatif. Rien, si ce n'est un post-it jaune vif collé sur la porte en inox brossée du réfrigérateur. Le genre de fourniture de bureau bas de gamme que Chloé affectionnait. Je l'ai décollé et j'ai déchiffré son écriture hâtive. Papa, on a pris la décision de partir pour la Réunion au dernier moment. Les enfants avaient un besoin urgent de soleil et les billets étaient une occasion immanquable. Impossible de t'en trouver un à temps, et pour être franc, on a pensé que le trajet serait trop éprouvant pour ta hanche. Tu as des plats surgelés dans le congélateur. À la semaine prochaine. Bonne année. J'ai relu le message une 2e fois, puis une 3e. Aucune tristesse ne m'a envahi. Je n'ai pas ressenti l'affront du rejet qu'un homme de moindre trempe aurait pu éprouver. Ce fut plutôt une illumination, une clarté aussi vive que douloureuse. Ils n'étaient pas simplement partis. Ils avaient déserté. Ma hanche n'était qu'un prétexte, un paravent commode pour leur égoïsme crasse. J'ai examiné à nouveau le mot. Ce n'était même pas une carte de vœux. Un simple bout de papier. Sans doute rédigé à la hâte en attendant leur Uber. Je me suis approché de la console du système de sécurité. Il me fallait voir. Il me fallait être le témoin de leur fuite. J'ai fait défiler les enregistrements jusqu'à 4 heures du matin. Les images monochromes ont révélé ce que le message jaune s'efforçait de cacher. J'ai vu Lucas hissant avec peine 2 énormes valises dans l'escalier.
J'ai vu Chloé guidant 4 enfants à demi endormis vers la sortie. Leur précipitation n'était pas celle d'une urgence. C'était celle de la clandestinité. Ils se mouvaient avec la discrétion coupable de cambrioleurs. J'ai activé l'audio. Les micros ultrasensibles que j'avais fait installer des années plus tôt ont capté leur chuchotement avec une netteté effrayante. Plus vite, Lucas, a susurré Chloé, rajustant ses lunettes de soleil de marque bien qu'il fit nuit noire. S'il se réveille, on est coincé ici. Je ne supporterai pas une semaine de plus à écouter ces rengaines. Il est dur d'oreille, Chloé, il n'entendra rien, a rétorqué Lucas, se débattant avec un sac de club de golf. J'ai observé mon fils, celui que j'avais formé, celui que j'avais promu à un poste de direction dans ma société, esquisser un sourire satisfait en refermant la porte sans un bruit. Puis, la phrase qui a annihilé le dernier vestige de sentiment paternel en moi. Alors qu'ils attendaient la voiture sur le perron, Chloé a inspecté son reflet dans la vitre de la porte. Dieu merci, on s'en va, a-t-elle lâché, sa voix suintant le dédain. Cette baraque pue le renfermer et l'échec. Il me faut un kir royal de toute urgence. Lucas a eu un petit rire complice. Pense bien à bloquer son numéro sur les tablettes des enfants. Pas question qu'il nous fasse sa scène de culpabilité alors qu'on sera au bord de la piscine. Le véhicule est arrivé. Ils y ont entassé leurs bagages et ont disparu dans la nuit. Je suis resté là, dans cette cuisine glaciale, l'enregistrement tournant en boucle. L'échec. Cette baraque était un mas de 3 millions d'euros en Provence. L'odeur qu'elle exécrait était celle des boiseries en acajou et du cuir que j'avais financé. Mon regard s'est porté sur le congélateur. Je l'ai ouvert. À l'intérieur reposait une unique barquette de lasagne surgelée, couverte de givre. Mon repas de fête. Voilà donc la valeur qu'il m'attribuait. Je suis monté à mon bureau, ma forteresse. Je me suis installé derrière le massif bureau en chêne qui m'avait servi de quartier général durant 3 décennies de batailles entrepreneuriales. Je m'appelle Jean Lefebvre. J'ai érigé un empire de la logistique en partant d'un unique camion. J'ai tenu tête à des leaders syndicaux, à des conseils d'administration hostiles, à des administrations tatillonnes. J'ai anéanti des rivaux qui pensaient pouvoir m'évincer. Et pourtant, j'avais laissé mon propre fils me considérer comme un vieillard impotent. J'ai allumé mon ordinateur portable. Il fallait que je vérifie les finances. Un voyage impromptu à La Réunion pour 6 personnes pendant la semaine la plus chère de l'année devait coûter une somme astronomique. Lucas n'arrêtait pas de se plaindre de son salaire. Chloé déplorait sans cesse le coût des écoles privées. D'où pouvait bien provenir cet argent? Je me suis connecté à mon portail bancaire. Les comptes courants ne montraient rien d'anormal. J'ai alors cliqué sur l'onglet des cartes de crédit. J'en possédais une carte American Express Platine, réservée aux situations de crise absolue. Elle était gardée dans le coffre-fort de ma bibliothèque. J'étais censé être le seul à en connaître la combinaison. En tête de liste, une transaction en attente a attiré mon attention. Horodatage, il y a 5 heures. Libellé, un luxueux complexe hôtelier à La Réunion. Le montant, 45 000 euros. J'ai contemplé ce nombre. 45 000 euros. Ils n'avaient pas pris une simple chambre. Ils avaient réservé une suite. Probablement la suite présidentielle. Ils avaient sans doute prépayé des massages, des dîners aux chandelles, des locations de cabanas privées. Ils avaient forcé mon coffre, volé ma carte d'urgence, celle qui devait servir en cas de danger de mort, pour s'offrir une escapade loin de moi. Une froideur intense s'est emparée de moi, partant de ma poitrine pour glacer jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était plus une question d'affection. C'était un acte criminel. Un vol aggravé, perpétré par les porteurs de mon nom. J'ai fermé les paupières, inspirant profondément. L'image de Lucas, peinant avec son sac de golf, m'est revenue. Il avait l'air si content. Si soulagé de dépouiller son propre père. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas projeté mon ordinateur contre le mur. J'étais un homme d'affaires face à un investissement désastreux. Pendant 42 ans, j'avais investi en Lucas, école privée, cours particuliers, les frais d'une grande école parisienne, l'apport pour sa première maison, un emploi pour lequel ses compétences étaient limitées. Des millions déversés dans l'espoir d'un retour en termes de droiture, d'intégrité, de loyauté. Le rendement était nul. Pour être précis,
il était de moins 45 000 €. J'ai saisi mon téléphone. Ma main ne tremblait pas. J'ai parcouru mon répertoire jusqu'au nom que je cherchais. Pierre. 70 ans, ancien légionnaire du génie militaire, à la tête de la meilleure entreprise de serrurerie et de sécurité de la région. C'est lui qui avait sécurisé mes entrepôts dans les années 80. L'un des seuls qui, aux funérailles de Monique, m'avait regardé droit dans les yeux pour me parler sans phare de la douleur du deuil. Plus qu'un artisan, c'était un soldat. J'ai lancé l'appel. 2 sonneries. Jean, répondit la voix grave de Pierre. C'est le matin du Nouvel An. J'espère que la maison n'est pas en train de brûler. Non, Pierre, elle ne brûle pas, ai-je dit, ma voix neutre, dénuée d'émotion. Mais j'ai une brèche dans ma sécurité. Sois là dans une demi-heure. Pierre marqua un temps d'arrêt. J'entendais en fond sonore l'animation de son petit déjeuner familial. L'alarme? Non, ai-je répliqué. J'ai besoin d'un verrouillage complet. Je veux que toutes les serrures du périmètre soient changées. Les codes du portail, effacés. Les fenêtres, barricadées. Et Pierre, viens avec ton camion. J'ai une quantité importante d'encombrants à évacuer du premier étage. Un silence s'installa. Pierre connaissait Lucas et Chloé. Il savait pertinemment qui logeait au premier. Tu es bien sûr, Jean? Demanda-t-il, sa voix baissant d'un ton. Une fois ces serrures posées, il n'y aura plus de marche arrière possible. Mon regard s'est posé sur la barquette de lasagne sur mon bureau, puis sur l'alerte de 45 000 €. Je n'ai jamais été aussi certain de toute ma vie, ai-je affirmé. Prends tes perceuses les plus puissantes, Pierre. On va faire place nette. J'ai mis fin à la communication. Je me suis levé et approché de la fenêtre. Le soleil, désormais haut, dessinait de longues ombres glaciales sur la pelouse parfaitement tondue. Cette pelouse où mes petits-enfants avaient joué. Cette pelouse où Lucas avait appris à attraper un ballon de rugby. Elle m'apparaissait sous un nouveau jour. Celui d'un champ de bataille. Je suis revenu dans la cuisine. J'ai détaché le post-it du réfrigérateur. Je ne l'ai pas chiffonné. Je l'ai plié méticuleusement et l'ai glissé dans la poche de ma robe de chambre. C'était ma pièce à conviction. Mon mobile. Ma déclaration de guerre. J'ai ouvert une dernière fois le réfrigérateur. J'en ai sorti la bouteille de champagne millésimée que je réservais pour le toast de ce jour. Le bouchon a sauté avec une détonation qui a claqué dans la maison silencieuse. Je me suis versé une coupe, que j'ai bu d'un trait. Le breuvage était vif et froid. Puis, je me suis rendu au vestiaire pour chausser mes bottes de chantier. Un travail considérable m'attendait avant l'arrivée de Pierre. Je suis monté au premier, dans cette aile d'invité que Lucas et Chloé avaient annexée au fil des 5 dernières années, la transformant en leur résidence quasi permanente. Ils appelaient cela « rester un peu pour aider papa ». Une occupation, voilà ce que c'était. J'ai poussé la porte de leur suite. Un désordre indescriptible. Des vêtements jonchaient le sol. Des écrins à bijoux étaient ouverts et vides. L'air était saturé du parfum onéreux de Chloé et de l'incurie de Lucas. J'ai saisi un grand sac poubelle noir dans un placard. J'ai commencé par la coiffeuse de Chloé. Crème, lotion, des centaines d'euros de cosmétiques, tout a fini dans le sac. Sans ménagement. Sans vérifier ce qui était fragile. J'ai traité ces affaires comme elle avait traité ma dignité, comme des déchets. Je suis passé à la penderie. J'ai décroché les costumes de Lucas, ceux que je lui avais offerts pour ses entretiens. Ceux qu'il portait pour se rendre au bureau et y faire semblant de travailler. Je les ai entassés dans les sacs. Mon travail était méthodique, presque mécanique. Les sacs se remplissaient les uns après les autres. Je les ai alignés sur le palier. Quand la sonnette a retenti, 12 sacs attendaient. J'étais en sueur. Mon pouls était rapide, non par anxiété, mais par une montée d'adrénaline. Je ne m'étais pas senti aussi vivant depuis des années. J'ai ouvert. Pierre était là, sa perceuse sans fil à la main, tel un pistolet. Son regard est passé de moi au tas de sacs noirs en haut des marches. Il n'a posé aucune question. Juste un hochement de tête. On attaque par où? La porte d'entrée, ai-je ordonné. Je veux une serrure biométrique.
à empreinte digitale. Uniquement la mienne. Et Pierre, supprime le clavier numérique. Aucune chance qu'il puisse deviner un code. Pierre a commencé. Le bruit du forêt s'enfonçant dans le bois fut la mélodie la plus douce que j'ai entendue ce matin-là. C'était le son de frontières qui se redessinait. Le son d'un pouvoir qui était réaffirmé. Pendant que Pierre s'occupait des portes, je suis retourné au premier. Les surfaces étaient dégagées, mais il restait les cachettes. Chloé était du genre à dissimuler. Je me suis mis à genoux près du lit et j'ai soulevé le cache-sommier. Des boîtes à chaussures étaient empilées là. J'en ai attrapé une. Elle était lourde. Je l'ai ouverte. Pas de chaussures. Des papiers. Des liasses de papier. J'ai pris le premier. Un reçu d'un prêteur sur gage. Daté de 3 mois. Description, bracelet tennis en diamant, 3 carats. J'ai eu le souffle coupé. C'était le bracelet de Monique. Je l'avais offert à Chloé pour son mariage, pour l'accueillir dans notre famille. Elle l'avait mis en gage. J'ai fouillé davantage. Un autre reçu. Description, montre Rolex Homme Vintage en or. Ma montre de départ à la retraite. Celle que je croyais égarée depuis 2 ans. J'avais cherché partout. Lucas m'avait aidé. Il m'avait réconforté, tu as dû l'oublier au club, papa. La mémoire te joue des tours. Il m'avait menti effrontément, alors que ce ticket était caché sous son propre lit. Un troisième reçu. Description, ménagère en argent massif, 12 couverts. L'argenterie de Monique. Celle de nos repas de Noël. Envolée. Je suis resté assis sur le sol, au milieu des preuves de leur saccage. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma carte de crédit. Ils avaient vendu mon histoire. Ils avaient liquidé mon héritage, un objet après l'autre, transformant des souvenirs précieux en argent facile pour leur train de vie. Une larme a coulé. Chaude, rageuse. Je l'ai essuyée d'un revers de main furieux. L'heure n'était pas au chagrin. L'heure était à la liquidation. Je me suis relevé, la boîte de reçus en main. Je suis retourné sur le palier, où Pierre installait la nouvelle serrure sur la porte de la suite. Pierre, ai-je dit, ma voix sourde et menaçante. Oui, Jean? Répondit-il, concentré sur sa tâche. Changement de programme, ai-je annoncé. Ne mets pas les sacs au garage. Appelle tes gars. Ceux qui vident les maisons. Je veux que tout sorte d'ici. Tout? Répéta Pierre en s'interrompant. Absolument tout, ai-je confirmé. Les meubles, les vêtements, les jouets, l'électronique. Tout ce qui se trouve dans cette aile doit disparaître. Je veux cet étage nu, jusqu'au plancher. Pierre m'a dévisagé. Il a vu la boîte que je tenais. Il a vu mon regard. Il a compris. Reçu 5 sur 5, patron, a-t-il dit. Je suis redescendu à mon bureau. J'ai placé la boîte de reçus à côté de la barquette de lasagne. J'ai pris mon téléphone. Le moment était venu de passer un appel crucial. Pas à Lucas. Pas tout de suite. J'ai composé le numéro du service antifraude d'American Express. Bonjour, monsieur Lefebvre, dit l'opérateur. Tous nos vœux pour cette nouvelle année. Que puis-je pour vous? Je souhaite signaler un vol, ai-je déclaré. Ma carte de secours a été utilisée frauduleusement. J'en suis navré, répondit l'opérateur. Nous avons bien une transaction importante en attente depuis la réunion. Confirmez-vous ne pas en être l'auteur? Je confirme, ai-je dit. C'est une utilisation non autorisée. Je veux que vous la classiez comme fraude. Je veux que la carte soit annulée sur le champ. Et je veux que vous preniez contact avec l'hôtel pour les notifier que le moyen de paiement est invalide car volé. Monsieur, si nous procédons ainsi, il est très probable que l'hôtel refuse l'accès à la chambre et alerte les autorités, m'a prévenu l'opérateur. La situation pourrait devenir très compliquée pour les porteurs de la carte. J'ai regardé le reçu du bracelet de ma femme. J'ai repensé à Chloé qualifiant ma maison de « baraque d'échecs ». C'est précisément l'issue que j'escompte, ai-je répondu. Procédez. J'ai raccroché. Le premier domino venait de tomber.
Il ne me restait plus qu'à attendre la réaction en chaîne. Je suis resté assis dans le silence de mon bureau, seulement troublé par l'écho lointain de la perceuse de pierre. J'ai sorti le post-it de ma poche, l'ai aplani sur le bureau. Bonne année, ai-je soufflé à la pièce vide. Mon téléphone a vibré. Lucas. Sa photo s'affichait, tout sourire le jour de la remise de son diplôme. Une photo que j'avais prise avec une immense fierté. Je l'ai fixée. Le visage était le même, mais l'homme que je croyais connaître m'était devenu un étranger. J'ai laissé sonner 3 fois. Je voulais qu'il s'inquiète. Qu'il se demande pourquoi son vieux père gâteux ne répondait pas instantanément. J'ai finalement décroché et porté le téléphone à mon oreille. Je suis resté silencieux, écoutant simplement la rumeur de l'aéroport, les annonces ensoleillées. Papa, sa voix a retenti, faussement enjouée, imprégnée d'une allégresse artificielle qui m'a agressé l'ouïe. Je percevais la brise tropicale, les annonces de l'aéroport, et les cris excités de mes petits-enfants au loin. Le contraste entre leur réalité idyllique et la pièce froide et dépouillée où je me tenais était d'une violence inouïe. Alors, tu as une autre mot ? A-t-il enchaîné, sans me laisser le temps de répondre. Un peu précipité, je sais, mais Chloé était à bout. Tu sais comme elle est vite surmenée. Il a marqué une pause, attendant ma validation. Le père compréhensif et passif. Il s'attendait à un « pas de souci, mon fils. Profitez bien ». Il s'attendait au paillasson qu'il avait toujours connu. J'ai trouvé la boîte à chaussures, Lucas, ai-je dit. Le silence qui suivit fut immédiat et total. Les sons de l'île semblèrent s'éteindre, ne laissant que le souffle de la communication. Ce n'était pas un silence d'incompréhension. C'était un silence de culpabilité. Le silence de celui qui se s'est découvert. Quelle boîte ? A-t-il bafouillé, sa voix ayant perdu toute sa jovialité. La boîte Nike, sous le plancher, ai-je précisé, ma voix calme, sans le tremblement qui affectait parfois mes mains. Celle qui contenait les reçus du prêteur sur gage de la rue de la Paix. Je les ai sous les yeux, Lucas. Les perles de Monique, sa broche en saphir, ma montre de retraite. Papa, attends. Laisse-moi t'expliquer, a-t-il bredouillé. On ne les a pas vendus. On les a déposés. C'était juste un prêt. J'ai ma prime en janvier. J'allais tout récupérer avant que tu ne t'en aperçoives. C'est juste un souci de trésorerie. Un souci de trésorerie ? Ai-je répété. C'est ainsi que tu qualifies le fait de voler ton père pour financer des vacances que tu n'as pas les moyens de t'offrir ? Ce n'est pas du vol. A crié Lucas. Ce sont des biens de famille. Je suis ton fils unique. Tout me reviendra un jour ou l'autre. La vérité, enfin. Je n'étais pas une personne à ses yeux. J'étais un coffre-fort avec un rythme cardiaque, une simple salle d'attente avant son héritage. Plus maintenant, ai-je déclaré. Papa, écoute-moi, a-t-il supplié. On réglera ça à mon retour. On vient d'atterrir. Les enfants sont tout excités. Profitons de la semaine. Je l'ai interrompu. Il n'y aura pas de semaine, Lucas. Je viens d'avoir American Express. J'ai déclaré la carte volée. Quoi ? A-t-il hurlé. Papa, non. C'est avec cette carte qu'on a payé l'hôtel. Tout, en fait. Si tu l'annules, ils ne nous laisseront pas entrer. Je sais, ai-je dit. J'espère que vous avez du liquide. Papa, tu ne peux pas faire ça. Aucune de nos autres cartes n'a un tel plafond. On est à la Réunion. Avec les enfants. Il fallait y penser avant de me dérober 45 000 €, ai-je rétorqué. Il fallait y penser avant de qualifier ma maison de lieu d'échec. Tu as entendu ça ? A-t-il murmuré. J'ai absolument tout entendu, ai-je dit. Régale-toi bien avec tes lasagnes surgelées, mon fils. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas juste pressé le bouton rouge. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai retourné sur le bureau. À l'étage, j'ai entendu des pas lourds. Pierre est apparu à l'entrée du bureau, s'essuyant les mains sur un chiffon. Serrure posée, Jean, a-t-il annoncé. L'équipe de débarras est là. Il manœuvre le camion dans l'allée. On commence ?
Oui, ai-je dit. Sans plus attendre. Pierre a acquiescé et s'est détourné, puis s'est arrêté sur le seuil. Tu tiens le coup, Jean? A-t-il demandé avec une douceur inattendue. J'ai regardé les reçus. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone. Je tiens le coup, Pierre, ai-je répondu. Je fais juste le grand nettoyage. Pierre est parti. J'ai entendu le signal de recul du camion. J'ai entendu le claquement lourd de la porte d'entrée se fermant à une porte qui ne s'ouvrirait plus que pour moi. Je me suis levé et j'ai ouvert le coffre-fort dissimulé derrière le portrait de Monique. J'ai fait tourner la combinaison, puis j'ai tiré la lourde porte d'acier. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, les documents de la fiducie, les statuts de la société. J'ai extrait le dossier bleu intitulé « Fiducie Monique Lefebvre ». L'option ultime. Le document que je priais de ne jamais avoir à utiliser. La maison n'était pas ma propriété. Ni celle de Lucas. Elle appartenait à la fiducie établie par Monique avant son décès. L'indolence de Lucas la préoccupait. Elle avait insisté pour y inclure une clause, la clause 12. En cas de négligence grave, de turpitude morale ou d'hostilité manifeste du bénéficiaire envers le fiduciaire, ce dernier sera habilité à liquider les actifs et à en verser le produit à l'œuvre caritative de son choix. Le fiduciaire, c'était moi. Le bénéficiaire, c'était Lucas, et il venait de remplir les 3 conditions en une seule matinée. J'ai posé le dossier sur le bureau. J'ai décroché le combiné de mon téléphone fixe, ce vieil appareil dont le poids me rassurait. J'ai composé un numéro gravé dans ma mémoire. Henri Dupont à l'appareil, ai-je dit lorsque mon interlocuteur a répondu. Jean, c'est le jour de l'an. Un appel de courtoisie? A demandé Henri Dupont, mon avocat d'affaires et ami de toujours. Non, ai-je dit. J'appelle pour activer la clause 12. Un long silence s'ensuivit. Henri savait ce que cela impliquait. Tu es certain? A-t-il demandé. C'est la politique de la terre brûlée, Jean. Vendre la maison. Rompre définitivement avec Lucas. Je suis certain, ai-je affirmé. Je veux la maison sur le marché, mais pas sur le marché public. Contacte les investisseurs. Les marchands de biens. Les acheteurs qui paient comptant. Je veux qu'elle soit vendue sous 48 heures. Jean, tu vas la brader en vendant si vite, m'a prévenu Henri. Cette propriété vaut 3 millions. Un acheteur au comptant en offrira 1,8, grand maximum. Le prix m'est égal, ai-je dit. Seule la rapidité compte. L'acte de vente doit être signé avant qu'ils ne montent dans leur vol retour. Je veux qu'ils rentrent dans une maison qui n'est plus la leur. Bien reçu, a dit Henri, sa voix devenant celle de l'avocat d'affaires. Je m'en occupe. Les documents seront prêts à être signés demain matin. Merci, ai-je dit. Et Jean? A ajouté Henri. Oui. Bonne année. À toi aussi, ai-je répondu avant de raccrocher. Le plan était enclenché. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre. Les déménageurs sortaient la coiffeuse de Chloé. Ils l'ont balancée à l'arrière du camion, sur un amoncellement de sacs poubelles. Elle a atterri dans un fracas de miroirs brisés. Je l'ai regardée se désintégrer. C'était d'une beauté cathartique. Je suis allé à la cuisine me préparer un sandwich jambon-fromage. C'était le repas le plus savoureux que j'ai fait depuis des mois, car je le prenais dans une maison qui, enfin, m'appartenait entièrement. Le silence n'était plus un poids. C'était une paix. La paix d'une citadelle dont on a relevé le pont-levis. Je suis resté là, à mâcher lentement, en songeant au chaos qui devait régner à 8000 km de là, dans le lobby d'un palace. J'imaginais la carte de crédit refusée. L'humiliation publique. Chloé hurlant sur un employé de la réception qui ne pouvait rien pour elle. J'ai pris une autre bouchée. La vengeance, songais-je, est décidément un plat qui se savoure, de préférence, avec simplicité.